Salut bande de petits photographes, bienvenue dans ces MPR News du mois de juillet 2016. Il y a plein de news, je suis de plus en plus de sites d'actu de photos, donc il y a de plus en plus de choses qui s'annoncent et donc du coup on va commencer tout de suite. Alors, on attaque avec une section que je vais appeler Photo News. Avant, c'était un petit peu du vrac, mais en fait, c'est toutes les news du monde de la photo qui ne concernent pas directement le matos ou qui ne concernent pas directement mon petit réflexe. Donc, une petite série qui va arriver sur les écrans anglais. Ça va être diffusé sur Sky Arts. Alors, j'imagine que peut-être quelques-uns d'entre vous sont en Angleterre, donc pour eux, ils ont de la chance, mais sinon, j'imagine qu'on peut peut-être essayer de les retrouver en streaming ensuite sur Internet. Ça va être diffusé le 21 juillet. Ça s'appelle Master of Photography. Et je vous mets le lien, la masterofphotography.tv. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais en fait, en gros, c'est un truc de télé-réalité, vous savez, où il y a 12 candidats, et puis il y en a un qui est éliminé après chaque tour. Ils sont tous accompagnés par des photographes de haute voltige, et puis un jury qui juge, etc. Donc ça pourrait être assez sympa. Il y avait une émission un peu similaire, mais à beaucoup plus petit budget qui avait été faite il y a quelques temps par la ville de Moulins, je crois, dans l'Allier, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, j'essaierai de vous mettre le lien parce que c'était assez sympa. Ils avaient fait 2 saisons, je crois, mais je me souviens plus exactement du nom. Mais je vous mets le lien et voilà, vous pouvez aller voir. Mais voilà, je trouve que c'est sympa. Si on commence à parler plus de photos à la télé, je pense que ça peut être chouette. Euh, Autre chose, les iPhone Awards. Alors en fait, c'est un concours de photographie à partir d'iPhone, ou iPhonographie comme disent certains. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que quand on va voir ces photos, alors bon, il y en a un paquet qui sont retouchés un peu façon Instagram, un peu façon smartphone. En fait, il y a presque un style de photo smartphone, mais à la limite, peu importe. Ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a quand même un paquet de photos qui sont magnifiques et probablement bien plus belles que ce que la plupart d'entre nous ont fait, même avec un réflexe. Tout ça pour dire que j'ai l'impression que de plus en plus, la photo au smartphone gagne un peu ses galons et sa reconnaissance. Et je pense qu'il faut qu'on arrête un peu de faire nos snobs et qu'on commence à considérer les smartphones comme des vrais appareils photo. Certes, techniquement, il y a des choses qu'ils ne sont pas capables de faire et que nos réflexes sont capables de faire, mais je me dis que quelque part, pour commencer la photo, c'est peut-être pas plus mal. Plutôt que de se dire, tiens, j'ai envie de me mettre à la photo, je vais m'acheter tout de suite un réflexe avec des millions de possibilités. Le smartphone, il a un certain nombre de contraintes. Il va avoir une ouverture assez limitée, enfin on ne peut pas changer d'ouverture comme ça, cran par cran. Il va avoir un tout petit capteur, donc une profondeur de champ importante. Mais voilà, il va y avoir un certain nombre de choses sur lesquelles on ne pourra pas jouer. Mais finalement, le gros avantage, c'est qu'on va se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la composition, le sujet, l'histoire que raconte la photo. Et du coup, peut-être que c'est pas mal pour apprendre de commencer par là. On n'a pas à s'embêter avec tous les trucs techniques. Et après, on peut intégrer un peu de technique dans nos photos. Donc je pense que ça peut être assez intéressant finalement. Donc allez jeter un œil. Pareil, je vous mets le lien. Je ne vais pas tout vous lire là, mais je vous mets le lien pour aller voir les iPhone Awards. Je pense que je vais vous mettre le lien sur la page du site Mon Petit Réflexe, comme j'avais fait la fois dernière avec tous les liens dessus. Comme ça, vous pourrez aller voir directement. Un service en ligne gratuit qui permet de retoucher des photos pour ceux d'entre vous qui n'ont pas Lightroom, qui n'ont pas les moyens de sortir 12 € par mois parce que ça fait cher quand même, ou de sortir plus de 100 € pour retoucher ces photos. Ça s'appelle polar.co, Polar.co. Et c'est vraiment un outil qui est pas mal, vraiment pas mal fichu. Alors, il est gratuit. Et ce qui se passe en fait, c'est que vous allez uploader vos photos. Alors là, j'ai pas encore vérifié exactement. Je ne sais pas ce qu'ils en font sur ce qu'ils ont le droit de récupérer vos photos pour en faire de la pub ou je sais pas quoi. Je suis pas trop familier de ces histoires de droits d'auteur et compagnie, même si on en reparlera un petit peu à la fin. Donc voilà, allez vérifier ça quand même si jamais c'est quelque chose d'important pour vous. Mais il se trouve que c'est un éditeur qui est très très complet. Vous allez retrouver exactement tout ce qu'il y a dans Lightroom, le contraste, la lumière, la luminance, tous les réglages de couleurs, même les courbes, etc. Et il y a pas mal d'outils de retouche locale. Et ça, c'est ce qui manquait habituellement aux alternatives Lightroom. Donc là, vous avez les filtres gradués, vous avez le filtre radial. Le seul truc qu'on ne retrouve pas, c'est le pinceau. Mais finalement, le pinceau, on ne l'utilise pas tant que ça, donc je pense qu'on peut s'en passer facilement. Donc c'est vraiment pas mal. Et j'ai mis qu'il était presque pas lent. Alors pourquoi presque pas lent? Parce que déjà, pour uploader vos photos, ça va prendre pas mal de temps. Et ensuite, quand vous allez retoucher, comme vous retouchez sur un truc en ligne, déjà ça va dépendre un peu de votre connexion, mais surtout,
Le souci, c'est que forcément, le transfert d'image en direct de vos modifications de l'image ne peut pas se faire en HD en temps réel comme vous l'aurez sur un ordinateur. Mais j'ai mis presque pas lent parce qu'il y a une petite nuance, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont un truc un peu malin, c'est qu'ils vont pixeliser votre photo. Donc j'imagine que pendant que vous êtes en train de faire la retouche, c'est un très petit fichier JPEG qui passe, et donc qui passe quasiment en direct pendant que vous faites votre retouche. Donc en général, vous voyez à peu près les couleurs que ça fait, etc. Et dès que vous relâchez votre curseur, ensuite, il va charger petit à petit des fichiers de plus en plus haute résolution pour vous redonner l'image correcte. Donc essayez, c'est pas si lent que ça, même si évidemment c'est pas aussi rapide qu'un logiciel installé sur l'ordinateur. Mais je pense que voilà, il y a un truc assez intéressant. Le lien pareil, je vous le mets, c'est photoeditor.polar.co. Et donc voilà, un petit peu une idée de l'interface. Vous voyez, vous avez même l'historique, vous pouvez revenir en arrière dans l'historique. Alors là, c'est toute la partie couleur où on peut jouer sur nuance, saturation, luminance, exactement les mêmes choses que dans Lightroom. Donc voilà, c'est assez intéressant pour ceux d'entre vous qui veulent retoucher un peu leurs photos. Alors, le concours, je vous ai dit que j'allais vous en reparler un petit peu. Lily, donc ma femme, m'a fait part d'un concours, parce qu'elle fait un petit peu de veille comme ça, elle s'est tombée là-dessus, elle m'a dit tiens, ça pourrait intéresser un petit peu la communauté Mon Petit Réflexe. Donc c'est un concours Pink Ribbon Award, donc en fait c'est en gros les récompenses des rubans roses. C'est organisé par, je ne l'ai plus ici en fait, mais en gros, c'est pour soutenir les associations qui luttent contre le cancer du sein. Donc voilà, plein de bonnes intentions au départ. Donc j'ai été regarder un petit peu plus en détail. Voilà, c'est écrit concours photo du 20 mai au 20 août pour soutenir le dépistage précoce et la lutte contre le cancer du sein sur le thème s'aimer. C'est magnifique quand même. Et donc du coup, j'ai quand même été creuser les conditions générales du concours pour voir un petit peu ce qu'il y avait derrière. Et là, il y avait plutôt des mauvaises surprises. Donc c'est un petit peu dommage, j'allais vous le proposer, mais là je vous incite plutôt à ne pas y participer, parce que les conditions de participation sont les suivantes. Et je vais vous les lire, je vais essayer de faire court, mais j'ai pris les parties qui me semblaient les plus intéressantes. Donc la société qui organise le concours s'appelle Elco, E-L-C-O. Le participant cède à Elco la totalité des droits patrimoniaux relatifs à la photographie et au texte, à savoir les droits de reproduction, de représentation, d'édition, d'adaptation et d'utilisation secondaire et dérivée de la photographie et du texte. Vous n'avez plus rien à dire sur votre photo. Elco acquiert le droit d'auteur attaché à la photographie et au texte dans le cadre exclusif du concours, du prix du public Teva, de la communication sur le concours et de sa promotion et plus largement la lutte contre le cancer du sein et ou de la promotion de l'association Le Cancer du Sein, parlons-en, sur le plan national et international, sous la forme de site web, animation multimédia, exposition, édition papier, presse ou campagne publicitaire, radiophonique ou toute autre forme de communication et ce sans aucune indemnité et sans limite dans le temps. Ça veut dire... Là, je pensais que c'était un petit peu restrictif parce que ça veut dire quand même que c'est dans le cadre exclusif du concours, du prix du public et de la communication et plus largement, et c'est là que c'est plus vicieux, la lutte contre le cancer du sein. Donc ça veut dire que n'importe qui reprend votre photo, en tout cas chez Elco, s'il utilise votre photo même dans 10 ans, 20 ans, en disant qu'il y a un lien avec le cancer du sein et en faisant le lien clairement, vous n'avez de toute façon pas droit de regard sur cette photo. Et comme de toute façon vous avez cédé les droits entièrement, vous êtes fait rouler. Le participant permet la divulgation sous toutes ses formes et tous les supports de la photographie et du texte et renonce dorénavant et définitivement à s'opposer à l'exploitation des droits cédés sur cette photographie telle que définie précédemment par le cessionnaire. Donc vous garantissez en plus, en signant ce truc-là, donc en participant au concours, que vous ne porterez jamais plainte contre la société qui a récupéré les droits sur votre photo. Elco autorise cependant l'auteur à reproduire sa photographie de son côté, ah ça c'est sympa, sous réserve d'indiquer impérativement, à titre informatif, de manière claire, le contexte de la prise de vue, à savoir que la photographie a été créée dans le cadre du concours Estée Lauder Pink Ribbon Photo Award 2016. Règlement 6, cette autorisation ne remet pas en cause l'entière cession des droits d'auteur à Elco par le participant tel que défini par le présent règlement. Donc vous avez fait une magnifique photo, peut-être même c'est une photo que vous avez depuis longtemps dans votre portfolio, qui maintenant ne vous appartient plus. Et si vous voulez ensuite l'imprimer, par exemple, vous êtes obligé quelque part de marquer que c'était dans le cadre du concours, machin, truc bidule. Donc voilà, je trouve ça un petit peu, même carrément nul, ces conditions-là. Donc faites bien attention quand vous participez à un concours, parce que là, en gros, vous donnez votre photo et tous les droits qui sont associés
aux organisateurs du concours et pas seulement au concours, pas seulement à la lutte contre le cancer du sein, mais tout ce qu'ils voudraient faire ensuite avec de cette photo. Donc peut-être que je me fais des films, mais j'ai quand même l'impression que ces conditions-là, elles sont assez merdiques. Donc j'aimerais avoir votre avis sur ce règlement-là, et je vous mets pareil le lien vers le règlement complet. Voilà, ça m'intéresse de savoir un peu votre avis. Allez, on passe aux petites news MPR, ça va aller très vite, il n'y a pas grand-chose. En juillet, je suis allé faire une semaine en Norvège, tout seul dans la nature. Je vous mettrai sûrement une ou deux photos là à la fin, mais j'ai pas encore eu le temps de toutes les repasser à la moulinette. J'ai pas des photos extraordinaires parce que je suis pas allé dans une région magnifique, je suis allé plutôt dans un petit coin très sauvage. Donc c'est pas la région des grands fjords, mais c'était plutôt des belles forêts de pins, des rivières, etc. J'ai été faire un peu de packraft, c'était cool. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il n'y aura pas des photos extraordinaires. Il va y avoir des tests matos qui arrivent, je vous promets, je vous avais dit que le mois de juin serait chargé, donc du coup j'ai repoussé pas mal qu'est-ce qu'on dit, de revues de photos là, à la fin du mois de juin, début du mois de juillet. Ensuite là il y a les MPR News. Maintenant on va passer un petit peu on va revenir un peu à des tutos et à des tests matos. Il y a de plus en plus de tests matos qui s'accumulent là derrière, j'en ai 3 en cours, donc ça va venir. Et puis je me suis mis à Instagram. Voilà, je me suis laissé convaincre. Pour moi, Instagram, au début, c'était un truc qui servait pas trop la photo, au contraire, où on balance des filtres sans trop s'attarder sur la retouche et sur ce qu'on voulait exprimer dans sa photo. Il se trouve qu'en fait, c'est de plus en plus utilisé. Il y a des photographes qui mettent des très très belles photos et retouchent exactement comme ils le souhaitent sur Instagram. Donc voilà, j'ai créé mon petit compte sur Instagram. Si ça vous intéresse, vous cherchez mon petit réflexe, vous tomberez dessus. Pour l'instant, je remets les photos de mon portfolio, les anciennes, et puis après, ce sera un site supplémentaire où je mettrai mes photos en plus de Flickr, de 500px. Et puis sur Facebook, j'en balance plus. Donc voilà, c'était juste pour annoncer ça, parce que voilà, je trouvais ça intéressant de tester, pour pas mourir idiot. Et en fait, un truc intéressant, c'est que dans les premiers jours, il y avait beaucoup de gens qui suivaient le compte, le nouveau compte. Je l'avais créé de façon assez détachée de mon petit réflexe, je n'avais pas annoncé sur Facebook ou quoi que ce soit. Et il y avait, au bout d'un jour ou deux, toutes les heures à peu près, une nouvelle personne qui suivait le compte. Donc je me suis dit, tiens, c'est impressionnant, ça fait beaucoup d'émules très très rapidement. Et puis en fait, depuis ce temps, ça s'est largement tassé. Donc je ne sais pas s'ils ont une sorte d'algorithme qui fait que les nouveaux comptes créés sur lesquels on met tout de suite des photos sont vite suggérés à droite à gauche pour qu'il y ait du monde qui vienne au début, pour que ça engage et que ça donne envie de continuer, et qu'après ça se tasse un peu, j'en sais rien. Mais voilà, je trouve que ça encourage au début, mais après ça, du coup, on se rend compte que c'est peut-être pas forcément tout à fait vrai. Peut-être que c'est lié au fait aussi qu'Instagram appartient à Facebook, et donc ils vont suggérer, par exemple, je crée un compte Instagram, je vais avoir mes contacts Facebook ou des gens qui m'ont déjà parlé sur Facebook, qui vont voir, tiens, machin truc bidule a ouvert un compte Instagram, m'a liké, enfin voilà, peut-être ça vient de là. Bon, on verra bien comment ça se développe. Et on va parler matos, parce qu'il y a pas mal d'annonces matos ce mois-ci. Alors déjà, il y a des soldes en ce moment, un peu partout sur Internet, hein, plein de sites Internet. Et donc, comme d'habitude, allez acheter où vous voulez, Internet, magasin, tout ce que vous voulez. Mais j'ai une petite piqûre de rappel, sachez qu'en dessous de chaque vidéo, j'ai des liens qui s'appellent des liens d'affiliation vers Amazon et vers Miss Numérique. Je ne vous demande pas d'aller acheter sur ces sites-là si vous ne comptiez pas le faire. Il y a plein de raisons de ne pas acheter sur Amazon ou Miss Numérique. C'est pas ça la question, c'est juste que si vous pensiez acheter un truc sur Amazon ou Miss Numérique, si vous passez par un de mes liens, je touche une mini commission dessus, quelques centimes, voire 1 euro, 2 euros. Et puis quand ça s'accumule comme ça tous ensemble, ça fait un petit peu de sous à la fin du mois, puis ça m'encourage à continuer les vidéos. Donc voilà, juste si vous comptez acheter un truc sur ces sites, n'hésitez pas à passer par ces liens. Ça, pour vous, ça ne change rien, et puis pour moi, ça change un petit peu. Merci. Et donc c'est parti pour les news matos. Alors, Hasselblad, vous connaissez peut-être pas, c'est une entreprise qui fait des appareils photo moyen format, donc avec des très grands capteurs, plus grands encore que les capteurs plein format, que les capteurs full frame. Et donc en fait, ils sont habitués à sortir des boîtiers qui tournent dans les 20 000, 30 000 euros. C'est vraiment des boîtiers très très haut de gamme, uniquement pour des professionnels. Qui vont faire du portrait de façon professionnelle ou du paysage de façon professionnelle. Et il se trouve qu'ils ont sorti leur premier boîtier grand public, on va dire, toujours moyen format, qui s'appelle le X1D. Alors grand public, c'est quand même 9 500 euros.
Mais par rapport aux 20 ou 30 000 euros que c'était avant, c'est quand même une belle baisse de prix. Et surtout, ils ont rendu l'ensemble très accessible. C'est-à-dire qu'avant, c'était des gros boîtiers. Donc vous aviez un gros boîtier avec le mécanisme et puis un autre gros boîtier avec le capteur. Vous pouviez d'ailleurs les détacher, les rattacher, etc. C'était un système un peu complexe et qui faisait un petit peu spécialiste, on va dire. Alors que là, on retrouve un format qui a l'air tout à fait gérable, on va dire. C'est du sans miroir, alors que les autres systèmes étaient avec miroir aussi. Donc très compact. Et puis, vous voyez, on retrouve les molettes, les boutons, exactement tout ce qu'il faut. Derrière, il y a un écran, il me semble qu'il est tactile, avec plein d'icônes. Enfin voilà, c'est facile de naviguer là-dedans. Donc, ils sont vraiment en train de partir dans une direction beaucoup plus grand public. Ils ont même sorti une nouvelle gamme d'objectifs. Donc, ils ont peut-être même une monture différente. Ce qui veut dire qu'ils veulent vraiment mettre des efforts là-dessus. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est pas pour le prix, c'est pas pour le fait que vous allez pouvoir en acheter ou pas, c'est que dans le même temps, Pentax, ça fait déjà 1 an, je crois qu'ils ont sorti un boîtier moyen format, et il semblerait que Fuji soit en train d'en développer un aussi, qui se va sortir peut-être avant la fin de l'année, ou peut-être en 2017. Et donc, voilà, il commence à y avoir de plus en plus de marques qui sortent des boîtiers moyen format à prix à moins de 10 000 euros, on va dire. Et du coup, je me posais la question, est-ce que le moyen format, demain, ce sera le plein format d'aujourd'hui? C'est-à-dire qu'est-ce que demain, on ne sera pas nous tous les amateurs photo, on ne sera pas tous sur des pleins formats parce que leur prix baisse, et peut-être que bientôt, on va avoir des pleins formats à moins de 1000 euros. Ça arrive des fois sur des soldes, sur des Sony Alpha 7 par exemple, qui tombent en dessous de 1000 euros pour un plein format. Là où il y a 5 ans ou 10 ans, c'était 3 000, 4 000, 5 000 euros minimum un plein format. Et donc voilà, est-ce qu'on ne va pas descendre d'une catégorie et on sera à peu près tous sur du plein format bientôt et les professionnels ou ceux qui auront un peu plus de sous seront sur des moyens formats à 5 000 euros? Je ne sais pas. Ça va poser un certain nombre de questions parce que le capteur étant beaucoup plus gros, on va aussi avoir une profondeur de champ encore réduite. Donc pour certains, c'est bien parce que ça va créer plus de flou d'arrière-plan, etc. Mais pour d'autres, c'est compliqué. Pour la photographie de paysage ou pour voilà, il faut fermer beaucoup, donc beaucoup plus facilement se mettre sur un trépied. Enfin voilà, ça peut poser tout un tas de problèmes. Donc voilà, est-ce que la question elle est plutôt celle-là en fait. Je vais vous mettre un petit sondage. Est-ce que plus le capteur est grand, mieux c'est? Ou est-ce qu'il y a une taille de capteur idéale pour nous autres photographes amateurs? Je ne parle pas des spécialistes dans un domaine très très précis, mais pour la photo en général, est-ce qu'il n'y a pas un format idéal? Est-ce que ce format idéal, si tout était au même prix, est-ce que c'est le plein format, est-ce que c'est le moyen format, est-ce que c'est la PSC? Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Fuji, on vient de parler d'eux, mais là c'est un vrai bon produit bien dur qui vient de sortir. Donc ça s'appelle le Fujifilm X-T2. Voilà, il n'y a pas des choses extraordinaires, sauf qu'il commence à y avoir pas mal de choses très intéressantes dans ces petits boîtiers. Le X-T1 était déjà un sacré condensé de technologie. En gros, vous avez à peu près tout ce qu'il faut là-dedans. Il y a plein de molettes ici pour tout gérer à la main. Et ils ont rajouté encore plus de points d'autofocus. Alors, vous savez, je ne commente pas là-dessus. Quand il y a 250 points d'autofocus, tout le monde fait « Ah, 250, c'est extraordinaire !» Perso, j'en ai 19 sur mon 70D et j'en ai pas besoin de plus et j'en ai rarement eu besoin de plus. Donc voilà, bon, peut-être que ça sert dans certaines occasions, mais pour le commun des mortels en général, ça ne sert pas à grand chose d'avoir plus de points d'autofocus. Ça va pas rendre l'autofocus meilleur. Ça peut aider peut-être pour le suivi de sujet éventuellement, mais voilà. En général, le point central, c'est surtout celui sur lequel il faut se concentrer. Il va faire de la vidéo en 4K. Enfin voilà, on commence à avoir des boîtiers chez Fuji, chez Panasonic, chez Nikon, pas encore tout à fait. Mais voilà, toutes ces marques-là, Sony, qui commencent à avoir exactement tout ce qu'on veut dedans, c'est-à-dire tous les réglages, des ISO qui montent haut, une bonne rafale, la vidéo en 4K, etc., où il commence à plus y avoir de manque particulier. Il n'y a guère que chez Nikon et Canon, ou sur les boîtiers, on va dire jusqu'à 1000 euros, à chaque fois, ils vont volontairement pas mettre de vidéo 4K, ou volontairement, entre guillemets, brider le nombre d'images par seconde, etc. Et c'est toujours un petit peu rageant de voir que les autres, ils y vont à fond et que Canon et Nikon se préoccupent un peu plus de faire leur gamme, en fait, finalement. Enfin bref, c'est 1 600 $ quand même le prix de sortie, donc c'est quand même pas cadeau. Mais voilà. Tokina, je vous en avais parlé, vous savez que j'aime beaucoup le 11-16 mm, mon ultra grand angle chez Tokina, et ils avaient sorti un 11-20 mm, donc qui est le remplaçant du 11-16, f2.8, parfait pour les photos de Voie lactée, et il a enfin été testé sur des XO-Mark.
Alors, les différences sont très minimes entre les deux. Ça veut dire, la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il est aussi bon que le 11-16 mm. Donc, c'est-à-dire qu'il arrive au top des ultra grands angles pour les APS-C. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il est même un petit peu meilleur. J'ai pris à 11 mm f8. Vous voyez, un petit peu plus de vert. Voilà, donc globalement un petit peu meilleur que le 11-16, mais c'est vraiment kiff bourricot. Je pense pas que vous verrez la différence sur les photos. Voilà, assez homogène aussi sur toute la plage focale. Donc, on peut y aller les yeux fermés. C'est du bon. Et puis Sony, comme d'hab, il y a toujours des annonces chez Sony. Ils ont sorti un 50 mm f1.4 construit par Zeiss. Alors ils commencent à avoir deux gammes en fait, parce que historiquement Zeiss construisait des optiques pour les appareils photo Sony. Et maintenant Sony commence à faire ils commencent à faire leurs propres objectifs. Donc bref, 50 mm f1.4, ça ouvre grand. Et ils le vendent surtout parce qu'ils ont mis 11 lames dans le diaphragme. À quoi ça sert d'avoir 11 lames plutôt que 5, plutôt que 8 ? Plus vous avez de lames dans le diaphragme, plus votre trou d'ouverture va être rond. Si vous en avez que 5, vous allez faire une sorte d'hexagone comme ça quand vous allez fermer. Et ça va influencer le flou d'arrière-plan. Si vous avez vraiment des arêtes assez franches, le flou d'arrière-plan va montrer des arêtes un peu franches et ça va faire un peu fouillis. Alors que si vous avez vraiment un rond parfait, ça va faire un flou d'arrière-plan bien lisse et beaucoup plus joli à l'œil. Donc c'est pour ça qu'ils en rajoutent tout plein. Et 1500 euros, 1500 dollars quand même, donc pas donné, équivalent de 1400 euros quoi. Voilà, faut aimer. Et puis je vous en avais déjà parlé, Sony avait annoncé il y a quelques temps qu'ils sortaient donc leur série G, G Master, et ils avaient annoncé qu'ils sortiraient le 70-200 sans donner de prix, 70-200 f2.8, et donc le prix est sorti, 2600 dollars pour les gens qui ont plein d'argent, donc 2300-2400 euros à peu près. Mais ça veut dire qu'ils commencent vraiment à avoir une gamme d'objectifs très complète chez Sony, et on ne peut plus vraiment utiliser l'argument pour dire qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme boîtier. Sony ce serait pas mal, mais ils n'ont pas beaucoup d'objectifs, prends plutôt Canon ou Nikon. Je pense qu'aujourd'hui on est arrivé à un stade où on peut vraiment dire, si vous démarrez la photo, vous n'avez plus seulement Canon ou Nikon, mais il y a aussi Sony. Et puis on va finir avec les photos du mois de juin que j'ai publiées sur la page Facebook. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, des tests de matos en particulier qui arrivent. Et puis ciao, bonnes vacances pour ceux qui partent. Et puis sinon moi je continuerai à publier pendant toutes les vacances parce que je pars presque pas. À bientôt, ciao.